Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener voir un monde quasi inconnu. Je vais vous emmener voir ce qui est invisible à l'œil nu. Et nous allons voir comment on peut utiliser ce monde invisible au service de notre agriculture. Mais avant cela, je vais vous parler de ce qui nous lie tous, ici, nous tous, entre nous. C'est notre futur. Et au-delà de notre futur, quels sont les défis qui vont être à réaliser au cours de ce siècle? Le plus important d'entre eux va être celui du défi de la transition alimentaire et de notre système agricole. Et oui, en 2050, imaginez-vous, nous serons 9,6 milliards d'humains sur Terre. Ça fait du monde. C'est la première fois que sur un temps si court, on a autant d'enjeux sur l'augmentation des rendements agricoles. Il va donc falloir être capable de produire plus. Et ce n'est pas seulement produire plus, c'est le contexte qui est autour. Et vous allez voir, il est assez complexe et avec des facteurs multiples qui font de ce défi un véritable casse-tête. On ne va pas pouvoir augmenter les surfaces agricoles. Donc il va falloir produire plus avec le même nombre, voire même moins de surfaces agricoles. Ça nous donne quoi? Imaginez en 1960, un terrain, un champ cultivé d'1 hectare pouvait nourrir 2 personnes. On était alors 1,3 milliard d'humains sur Terre. 2005, ce même terrain devait nourrir 4 personnes. Il y avait alors 3 milliards d'êtres humains sur Terre. Vous l'aurez compris, toujours ce même terrain, sur 2050, devra nourrir non pas 2, non pas 4, mais 6 personnes. Un petit peu augmenté là. Donc il va falloir augmenter cette production en prenant en compte un autre défi, une prévision qui n'est plus une prévision, une réalité, le changement climatique global qui touche dès aujourd'hui certaines régions du monde et impacte l'agriculture avec une hétérogénéité des rendements d'une année sur l'autre qui, vous l'imaginez bien, est un peu compliqué pour les filières agricoles. Couplé à ça, de façon directe ou non, on a une pénurie des ressources naturelles, et en particulier l'eau, qui est pourtant un élément clé dans de nombreux itinéraires de culture. Donc on a cette problématique-là. Il va falloir donc développer des nouveaux itinéraires de culture qui prennent en compte ces considérations-là. Et puis on va rajouter encore un petit paramètre, un autre défi, celui de la transition environnementale et écologique, puisque nous avons des objectifs de réduction des impacts environnementaux et des objectifs aussi qui répondent à une demande de plus en plus forte de vous tous ici, moi comprise, des consommateurs qui veulent manger mieux, qui veulent des produits de plus en plus naturels et avec le moins d'impacts environnementaux. Pour ne citer qu'un exemple encore, en France, on a eu par exemple un plan, le plan Éco-Phyto, qui visait, sous forme de palier, la réduction des intrants chimiques, 25% tout d'abord, et puis 50%. Ambitieux projet, beau projet. On a donc augmenté l'utilisation d'intrants chimiques entre 2015 et 2016. Autrement dit, un véritable échec de ce plan, un échec des instances gouvernementales sur cette question-là, alors que, vous l'aurez compris, les feux sont plutôt au vert. C'est plutôt une demande. Et les consommateurs sont un moteur dans ce sens. Quelle est la cause de cet échec? C'est tout simplement des alternatives aujourd'hui inefficaces. Des alternatives qui ne répondent pas aux problématiques concrètes des agriculteurs et des itinéraires de culture. Pour faire des alternatives fonctionnelles, il faut prendre en compte une réserve de vie encore sous-estimée, qui est la vie microbienne présente dans les sols. Dans 1 gramme de forêt, on a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur Terre. Alors que dans 1 gramme d'un champ cultivé, on tombe à 10 puissance 3 micro-organismes. Que s'est-il passé? Des méthodes utilisées jusqu'alors ont détruit cette vie présente dans les sols. Aujourd'hui, il y a un enjeu, un défi majeur pour l'humanité de résoudre ce challenge, de rénover cette biodiversité. Il faut donc mettre en place des alternatives biologiques qui prennent en compte et qui utilisent cette biodiversité naturelle au service des plantes. On pourra ainsi augmenter la qualité des plantes et augmenter leur production tout en ayant réduit nos impacts environnementaux. Comment faire ça? Tout simplement, si je puis dire, en s'inspirant
de ce qui existe, en allant porter son regard sur ce qu'on ne voit pas. Des alternatives, je vous en présente une, et j'insiste sur le une, vous verrez pourquoi. On peut utiliser, et c'est ce que je développe, des interactions naturelles entre les plantes et des micro-organismes, puisque le sol n'est pas juste un lieu de support, vous l'aurez compris, mais un lieu de vie qui agit sur les cultures. Ces champignons mycorhiziens sont capables d'interagir avec les plantes au niveau de leurs racines et de multiplier, accrochez-vous bien, 1000 fois la surface d'échange entre la plante et le sol. Cette plante, immobile, est alors capable d'aller puiser des éléments nutritifs beaucoup plus loin que ce qu'étaient capables les racines seules d'aller accaparer. Non seulement ça, mais ces champignons ont une capacité d'assimiler des éléments nutritifs que la plante seule ne peut assimiler. On résout donc un double challenge. On est capable, grâce à ces mycorhizes, ces champignons, d'augmenter l'acquisition de nutriments par les plantes et donc d'avoir des plantes mieux nourries, qui se développent mieux. Mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez ce réseau, ce maillage qui se crée autour des racines, on a une barrière physique vis-à-vis de quoi ? De micro-organismes qui, contrairement à ce que l'on pense, sont finalement assez rares, mais sont des micro-organismes pathogènes. Et là, on s'affranchit donc non seulement des engrais, mais également d'une utilisation de certains pesticides qu'on déverse dans les sols et qui se retrouvent dans les nappes phréatiques et polluent nos sols et nos eaux. C'est une véritable innovation qui repose sur l'augmentation de cette biodiversité naturelle et la gestion de cette biodiversité naturelle. Et ce sont ces systèmes-là, et non pas l'idée de remplacer une molécule chimique par une molécule biologique qui va nous aider à aller sur l'agriculture de demain. C'est bien plus complexe que ça. C'est un changement global des systèmes de production. Et ce changement, il ne peut pas se faire tout seul, dans un coin, ni dans un laboratoire tout seul, sans avoir vu un champ de sa vie. C'est impossible. Ces changements-là, ils doivent être pris par un consortium de tous les acteurs des filières agricoles, agriculteurs, industriels, instituts de recherche, instituts techniques, start-up, consommateurs, tous. Nous devons co-concevoir ensemble ces alternatives pour qu'elles soient demain efficaces dans des conditions de vie réelles. Pourquoi le plan Ecophyto a-t-il échoué ? Parce que les alternatives biologiques actuelles sont, à 80% des cas, inefficaces en conditions de vie réelles. C'est aujourd'hui inacceptable. Non seulement ça, mais il faut proposer des alternatives qui soient acceptables par les premiers utilisateurs, les agriculteurs, qui doivent non pas avoir de nouvelles contraintes, mais une solution qui s'intègre parfaitement dans leurs itinéraires et qui leur permettent d'avoir des rendements suffisants et que ce soit économiquement aussi acceptable pour eux. C'est une des clés des solutions. J'ai insisté tout à l'heure sur le fait de vous présenter une des solutions, parce qu'il n'y a pas une solution à la transition agricole, ça serait bien trop simple. Il y a des solutions. Il faut trouver des solutions, et non pas une solution générique. Il faut des solutions qui s'adaptent à toutes les problématiques, qui s'adaptent au cas par cas, aux itinéraires différents de culture et aux complexités de chaque type de production, de sol et de plantes. Et oui, il y a du travail, mais c'est que comme ça, en travaillant cas par cas, qu'on arrivera à proposer une transition globale et efficace. Et cette transition, je vous l'ai dit, elle passe par un acteur essentiel. L'acteur le plus essentiel de tout mon discours, il a toujours été là, et il est là, juste sous nos pieds, c'est le sol. C'est ce sol qui doit aujourd'hui rentrer dans une gestion durable. Nous l'avons malmené. Il y a eu certes des méthodes agricoles qui ont malmené ce sol, on l'a vu, entraîné une perte de vie dans ce sol, mais c'est loin d'être la seule cause. Les activités humaines, d'une manière générale, ont quand même bien entaché ce sol. Il y a les activités humaines liées à l'urbanisation et l'érosion qui font qu'aujourd'hui, cette gestion des sols n'est pas durable et entraîne des problématiques graves pour notre humanité. Prendre soin de ce sol dès aujourd'hui, c'est préserver un élément essentiel à la survie de notre humanité. Et c'est grâce à ça, en se réappropriant
ce sol et en réapprovisionnant cette vie dans ce sol qu'on pourra demain être en capacité de nourrir 9,6 milliards d'humains dans un contexte de changement climatique et en ayant réduit nos impacts environnementaux. Et je suis sûre qu'après tout cela, vous ne regarderez plus jamais de la même façon ni vos plantes, ni ce qui se passe sous vos pieds. Merci.